Je veux témoigner. Je l'ai vécu alors, il y a 10 ans, et je le revis tous les jours actuellement. C'est toujours en moi. Nous habitions la ville de Pripyat, cette même ville. Je ne suis pas écrivain et je ne pourrais pas le décrire. Mon esprit n'est pas assez vaste pour comprendre et même... Svetlana Alexievitch est allée 10 ans après la catastrophe de Tchernobyl interviewer des gens qui avaient vécu cette catastrophe dans tous les milieux sociaux. Elle a eu beaucoup de courage de faire ça parce qu'elle a subi des pressions. Et heureusement, ces témoignages-là ont été donnés dans beaucoup d'endroits. C'est important que le théâtre puisse aussi témoigner de ces paroles-là, de ces gens qui ont été abusés, d'autant que politiquement et même du point de vue de l'OMS, cette catastrophe n'a pas été prise en compte à sa juste valeur. Le lobby nucléaire est très très puissant. Dans la nuit, un loup est entré dans la cour. Je l'ai regardé par la fenêtre. Il est là, et ses yeux brillent comme des phares. Je me suis faite à tout. Je vis seule depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que les gens sont partis. Dans la nuit, il m'arrive de rester éveillée jusqu'à l'aube et de penser. De penser. Cette nuit aussi, je suis restée assise toute la nuit sur mon lit, courbée comme un crochet. Et puis je suis sortie pour voir comment allait être le soleil. C'est une paysanne qui vit seule depuis 7 ans, en tout cas dans ce village, avec son chat, qui a refusé de partir quand les soldats ont évacué les villages contaminés. Et elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Pour elle, le nucléaire, c'est une chose incompréhensible. Ça peut avoir une couleur, c'est bleu, parce qu'il y a des taches dans le jardin qui sont bleues. Mais elle ne sait pas ce qui lui est arrivé, elle ne connaît pas. Et c'est très fort comme témoignage, parce que c'est en même temps les pauvres gens et une parole de pauvres gens qui n'ont jamais la parole. Et tout à coup, là, elle ouvre le spectacle en plus comme une sorte peut-être aussi de coryphée. Et elle prend en compte cette humanité-là de gens laissés pour compte, de gens abusés et qui n'ont pas accès à la conscience et à l'explication de ce qui arrive et de ce qui leur arrive. Que puis-je vous dire d'autre ? La chose la plus juste au monde, c'est la mort. Personne ne peut se cacher d'elle. La terre reçoit tout le monde. Les bons, les mauvais, les pécheurs, mais il n'y a aucune autre justice au monde. J'ai travaillé durement, honnêtement, toute ma vie. J'ai vécu selon ma conscience. Je n'ai obtenu aucune justice. Dieu a fait le partage quelque part. Et lorsque mon tour est arrivé, il n'y avait plus rien à me donner. Le jeune peut mourir, mais le vieux ne peut pas faire autrement. C'est pas sans conséquence de jouer dans un spectacle comme celui-là, parce que entendre ces témoignages tous les soirs, cette souffrance, cette acceptation des fois aussi de la part des gens, cette non-révolte, et cette révolte qui sert à rien, quelquefois, souvent, peut faire naître de l'indignation ou d'une immense tristesse aussi sur la souffrance humaine, quoi. Et c'est pas sans conséquence, mais je trouve que c'est important de passer par là et de faire ça au théâtre. Mais pour les comédiens qui le font, ça peut être rude. D'abord, j'ai attendu le retour des gens.
Je pensais qu'ils allaient revenir. Personne ne partait pour toujours, seulement pour quelque temps. Mais maintenant, j'attends la mort. C'est pas difficile de mourir, mais ça me fait peur, il n'y a pas d'église ici. Le pape ne vient pas, j'ai personne pour m'aider à porter mes péchés. Je vais me souvenir de tout, pour vous. La première fois que on nous a parlé de radiation, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une maladie et que celui qui en souffrait mourrait aussitôt. Non, nous a-t-on expliqué, c'est une chose qui s'insère dans le sol, mais qu'on ne peut pas voir. L'animal le peut, il la voit, il l'entend, mais pas l'homme. Mais c'est faux. Moi, je l'ai vu. Il y avait de ce césium dans mon potager. Jusqu'à ce que la pluie l'ait mouillé. Il a une couleur d'encre. Il traînait par terre, luisant par morceaux. Je suis allée dans le champ de colcos jusque dans mon potager. C'était un morceau bleu et 200 mètres plus loin un autre. Grand comme le fichu sur ma tête. J'ai appelé une voisine, d'autres femmes. Nous avons couru en tous sens. Sur 4 hectares peut-être. Nous avons trouvé 4 grands morceaux. L'un d'entre eux était rouge. Le lendemain, la pluie s'est mise à tomber sans discontinuer. Et à l'heure du déjeuner, lorsque la milice est arrivée, il n'y avait plus rien à leur montrer. On leur a juste raconté des morceaux comme ça, comme mon fichu, bleu et rouge. Nous n'étions pas tellement effrayés par cette radiation. Si on n'avait pas vu, oui, on en aurait peut-être eu peur. Mais lorsque nous l'avons vu, il n'y avait pas de quoi être tellement effrayé. La milice et les soldats ont placé des pancartes. Près de certaines maisons, ils écrivaient 70 curies, 60 curies. Nous qui vivions là, de toute éternité, en nous nourrissant de nos pommes de terre, on nous a dit, soldats, que c'était interdit. Certains pleuraient, d'autres ricanaient. On nous a conseillé de travailler nos potagers avec des masques de coton et des gants de caoutchouc. Et un savant très gonflé est venu nous parler au village. Il a prétendu qu'il fallait laver les bûches. Mais soit a-t-on jamais entendu pareille chose? Que mes oreilles se dessèchent pour toujours. On nous a ordonné de laver les draps, les housses, les rideaux. Mais tout ça, c'était à l'intérieur de la maison. Dans des placards, dans des coffres. Mais quelle radiation pouvait-il y avoir dans la maison? Derrière les vitres, derrière la porte, c'est tout de même formidable. Fallait plutôt la chercher dans la forêt, dans les champs. On a mis les puits sous scellés, on les a enveloppés d'une pellicule de plastique. L'eau serait-elle sale? Mais de quoi parle-t-il? Elle a toujours été si pure. Ils ont sorti des tonnes de balivernes. Vous allez tous mourir, il faut partir, il faut évacuer. Les gens avaient peur, ils étaient terrifiés. Certains ont entrepris d'enterrer leurs biens. Moi aussi, j'ai plié mes habits, les diplômes d'honneur pour mon travail honnête et les quelques sous que j'avais économisés. Quelle tristesse! Quelle peine rongeait mon cœur, que je meure sur place si je mens. Et j'entends que, dans un village, les soldats ont évacué tout le monde, mais un vieux et sa femme sont restés. Le jour de l'évacuation, quand on obligeait tout le monde à grimper dans les cars, ils ont pris leurs vaches et ils sont partis dans la forêt. Ils ont attendu le départ de tout le monde. Et d'où nous est-il venu, ce malheur? Notre vie est si précaire. J'aimerais bien ne pas pleurer, mais les larmes coulent toutes seules. Auparavant, nous battions nous-mêmes le beurre et la crème fraîche. Nous faisions notre propre fromage blanc, notre propre fromage. Nous cuisinions des pâtes au lait. Et est-ce qu'on mange ça en ville? En
verse de l'eau dans la farine, on mélange. Ça donne des morceaux de pâte qu'on jette dans l'eau bouillante. On les fait cuire, puis on y ajoute le lait. Ma mère me montrait comment faire, et elle ajoutait « Les enfants, vous allez l'apprendre de la même manière que ma mère me l'a appris. » Nous cuisinions des haricots verts dans des marmites au four, à la vapeur. Nous faisions du coulis de canneberge. Pendant la guerre, on ramassait les orties et les feuilles d'arroche. La faim nous gonflait le ventre, mais nous ne mourrions pas. Les baies de la forêt, les champignons. Mais maintenant, nous, on pensait que ce qui bouillait dans les marmites était éternel. J'aurais jamais cru que ça pourrait changer. Mais c'est comme ça. On ne peut plus boire du lait, ni cuisiner des haricots. On nous interdit de cueillir des baies ou des champignons. On nous demande de tremper la viande dans l'eau pendant 3 heures et de changer 2 fois l'eau des pommes de terre pendant la cuisson. Mais comment on peut combattre Dieu? Il faut vivre. On nous dit que même l'eau est contaminée. Mais pourtant, on ne peut pas vivre sans eau. Dans chaque homme, il y a de l'eau. Même dans les pierres, il y a de l'eau. L'eau est éternelle. On ne peut pas vivre sans elle. Auprès de qui nous renseigner, personne ne dit rien. Quant à Dieu, on lui fait des prières, mais on ne lui demande rien, il faut vivre. Hier, un lapin est venu. Le village est vide, mais il y a plein d'oiseaux. Ils volent. Et les cerfs viennent, comme si de rien n'était. Vous savez, j'avais un gentil chat, Vasca. En hiver, des rats affamés m'attaquaient, ils ne me laissaient pas de répit. J'ai glissé sous la couverture. Ils ont grignoté un passage dans le tonneau à grains. C'est Vasca qui m'a sauvée. Sans lui, je serais déjà morte. Nous parlions et mangions ensemble, et puis un jour, il a disparu. Peut-être des chiens affamés l'ont attaqué et dévoré. Ils erraient faméliques jusqu'à ce qu'ils crèvent tous. Les chats avaient tellement faim en hiver qu'ils mangeaient les chatons. Que Dieu me pardonne. Et des rats ont dévoré une femme. Des rats roux. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ce qu'on raconte. Tout vit ici. Absolument tout. Le lézard vit, la grenouille vit, et le ver de terre vit, et il y a des souris. Tout y est. C'est surtout au printemps que c'est beau. J'adore quand les villas fleurissent. Les fleurs de merisier sentent si bon. Quand les miliciens viennent contrôler le village, ils m'apportent du pain. Mais qu'ont-ils à contrôler ici? Il n'y a que moi et le chat. Les miliciens nous font signe de l'huile. Nous sommes contents. Lui et moi, nous précipitons à leur rencontre. Ils lui apportent des os. Et moi, on me demande toujours, mais si des bandits viennent? Moi, je réponds, mais que peuvent-ils me voler? J'ai que mon âme à rendre. De bons gars. Ils rient. Ils m'ont apporté des piles pour la radio. Maintenant, je peux l'écouter. J'aime Lyudmila Zikina. Volga, Tichotrika. Volga, Tichotrika. Mais elle chante rarement. Elle a dû se faire vieille comme moi. Mon homme aimait à dire le bal fini, on range les violons. Je vais vous raconter comment j'ai trouvé mon nouveau chat. Après la disparition de mon Vasca, j'ai appelé pendant 1 jour, 2, tout un mois. J'étais vraiment toute seule. J'avais personne à qui parler. Et je traverse le village en criant « Vasca! Moulka! Les chats qu'il y avait au début, il n'en restait plus. L'élimination. La mort ne fait pas de distinction, la terre les accueille tous. Et je marche. J'ai appelé pendant 2 jours. Le 3e, j'aperçois un matou devant le magasin.
Nous nous sommes regardés, il était content. Moi aussi, j'étais contente. Seulement, il ne pipe mot. Eh, viens, lui dis-je, viens à la maison. Et lui, il reste assis, il miaule. Je le supplie. Mais pourquoi tu veux rester tout seul? Les loups vont te dévorer. Eh, viens. J'ai des œufs, j'ai du lard. Mais comment lui expliquer? Les chats, ils ne comprennent pas la langue des hommes. Mais comment m'a-t-il comprise? Il s'est mis à trottiner derrière moi. Allez, viens, je vais te donner du lard. Miaou. Nous allons vivre à deux. Miaou. Je vais t'appeler Vaska. Nous avons déjà passé 2 hivers ensemble.